Bonjour à tous. Aujourd'hui, une visioconférence d'Evelyne Leterme, intervenante extérieure, experte en arboriculture. Evelyne va nous présenter un premier thème qui est le greffage. Voilà, une première partie pour Naturapol Digital. Elle va faire 4 visioconférences. Toutes ces visios seront enregistrées et consultables sur notre chaîne YouTube. Evelyne est une experte en arboriculture, comme je l'ai dit, auteure de d'ouvrages, notamment La biodiversité amie du verger, le greffage et la plantation des arbres fruitiers. Bonne visioconférence à tous. C'est parti. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Evelyne Leterme. J'ai fondé le Conservatoire végétal d'Aquitaine et j'y ai passé toute ma carrière, à la recherche dans les campagnes, à la conservation et à la valorisation des variétés fruitières anciennes et locales principalement de la région Aquitaine, c'est-à-dire des départements du Lot-et-Garonne, Dordogne, Landes, Gironde et Pyrénées-Atlantiques qui couvrent Béarn et Pays Basque. Et, j'y ai travaillé donc de 1979 à 1900, à 2000, à 2021. Euh, donc, on a multiplié les variétés anciennes à travers une pépinière qui a permis de les retrouver dans des vergers, et si possible des vergers de type agroforestier. Euh, D'où la nécessité de greffer les arbres fruitiers. Donc pour ce cours, nous allons voir plusieurs paragraphes. D'abord, pourquoi on pratique la greffe, et on va faire le lien avec la domestication des plantes ligneuses. On abordera certains points de physiologie. Nous verrons ensuite des points de greffe, des points de greffe donc d'arbres âgés, voir ce qu'est une pépinière, quels sont les facteurs qui assurent la reprise des greffages. Nous verrons différents types de greffage et surtout un résumé de ces types de greffage en fonction des saisons. Et pour le cours suivant, nous verrons les porte-greffes à travers des exemples de 9 espèces, et on conclura sur la saisonnalité du greffage. Alors, pourquoi la pratique de la greffe, et quel est donc le lien avec la domestication des plantes ligneuses? Eh bien, il faut savoir que les plantes sauvages ont donné lieu à la création des variétés cultivées. Les plantes cultivées ne sont pas nos plantes domestiques, nos arbres fruitiers domestiques sont issus de plantes sauvages, donc d'arbres champêtres, après sélection, de même que les animaux domestiques dépendent des espèces sauvages, et la domestication a modifié la génétique des plantes. De fait, nos plantes cultivées, nos arbres fruitiers cultivés ont une physiologie légèrement différente des plantes sauvages. Elles ont surtout eu, cette sélection a eu surtout pour but de transformer les fruits de façon à ce qu'ils soient plus adaptés à notre alimentation, à nos besoins alimentaires, et surtout à supprimer des, des produits intérieurs aux fruits qui auraient pu ou qui pouvaient être toxiques, comme les tanins en particulier, et bien sûr diminuer l'amertume, diminuer l'acidité, augmenter les taux de sucre, augmenter aussi la jutosité, et bien entendu, et ça n'a pas été le moindre effort de sélection, bien au contraire, c'est faire grossir les calibres. Et donc les calibres ont grossi de plus en plus au fur et à mesure des siècles, voire des millénaires, et les gros calibres de fruits, et les fruits les plus gros que l'on peut retrouver, c'est parmi les pommes et les poires, par exemple, mais même les cerises ou les prunes ont grossi. Et ça s'est fait sur les derniers 500 ans. Autrefois, les fruits étaient restés plus petits.
Donc, cette domestication des espèces a participé donc à modifier des espèces forestières, mais c'est pas le seul problème que les hommes ont eu à résoudre. Il a fallu résoudre un problème fondamental, c'est de ne plus passer par le semis. Les plantes potagères et les céréales ont été, elles aussi, bien entendu, domestiquées avec des légumes et des céréales qui étaient de plus en plus adaptés à nos besoins. Mais les semis se faisaient chaque année et la sélection a pu se faire au bout d'un grand nombre de générations. Mais on peut dire au bout de 1000 ans, à peine un millénaire, les céréales et les légumes ressemblaient déjà à ceux que l'on avait à l'ère romaine et ensuite on a continué. Pour les arbres fruitiers, il faut beaucoup plus de temps pour obtenir des semis et pour arriver à fixer les variétés par l'intermédiaire de semis répétés. Et un même homme ne pouvait finalement faire qu'une seule ou deux générations de semis, ce qui était euh, c'était totalement irréalisable de fixer des variétés par semis sur ces arbres. De fait, il a fallu passer par une multiplication d'ordre végétatif. Donc la multiplication végétative, elle se fait soit par bouturage, soit par marcottage, soit par greffage. Et en- la plupart des variétés, on les a multipliées par greffage, hormis le figuier que l'on peut bouturer facilement ou le noisetier que l'on peut marcoter facilement. Donc, ce greffage a été une invention très précoce dans le processus de multiplication des arbres fruitiers, d'autant plus que il fallait en plus les faire revenir vers l'ouest de l'Europe, le nord-ouest de l'Europe. Et, et cette technique de greffage, elle a été découverte par observation des arbres et de leur capacité euh, et des pouvoirs en plus ensuite limités. Donc voilà quelques fruits qui montrent l'évolution progressive des calibres entre des poires sauvages de tout petit calibre et d'autres poires déjà sélectionnés, mais qui étaient restés de petit calibre. On en a évidemment des beaucoup plus grosses. Mais les hommes ont sélectionné aussi des espèces qu'à l'heure actuelle, on ne sait plus manger. La nèfle, par exemple, Mespilus germanica, cette nèfle, le néflier, est une espèce que l'on trouve dans des sous-bois bien éclairés les caractéristiques principales de cette espèce, c'est d'avoir des fruits très nombreux mais de tout petit calibre et d'avoir des épines. Il se trouve que les variétés des nèfles européennes que nous avons trouvées dans les campagnes avaient totalement perdu leurs épines, de même que les pruniers ou les poiriers ont perdu les épines et les calibres ont considérablement augmenté. Alors on aurait pu continuer la sélection de cette espèce vers des calibres de plus en plus gros, sauf que on ne consomme quasiment plus cette nef, de même qu'on ne consomme plus de sorbes. Voilà les sorbes et donc, je vous montre aussi des nèfles sauvages à petit calibre avec des épines, ce qui n'est plus le cas du tout. Le caractère épineux a été un des caractères qui a été aussi éliminé par la sélection humaine. Donc là, on revoit des sorbes et certaines sorbes ont été sélectionnées en Europe de l'Est et disons même jusqu'en Italie et en Alsace aussi. On a quelques sorbes de gros calibre. Le sorbier, c'est le Sorbus domestica, c'est la corme. Et il se trouve que si on avait continué la sélection, on pourrait très bien avoir des sorbes grosses comme des poires, mais la sélection a été arrêtée. Donc là, je montre des malus, ce sont des pommiers. Les pommes aussi ont grossi, ont eu leur calibre qui ont grossi, de même que les poires. Et dans les campagnes, on pouvait retrouver à la fin du XXe siècle des pommes de très gros calibre et des pommes de petit calibre qui ne sont pas dans le commerce courant, hein, puisque sont considérées comme étant hors calibre, invendables. Mais ceci dit, dans les campagnes, on pouvait les trouver alors que voilà la taille approximative d'une pomme ancestrale. Et donc,
prend plaisir à lire un petit extrait d'un article de l'Arbre Monde de Richard Powers qui écrit: Et il y a un truc avec les pépins de pommes, ils sont imprévisibles. Leur progéniture aussi. Des parents stables donnent naissance à un enfant incontrôlable. Le doux peut virer à l'aigre ou la mère au crémeux. La seule façon de préserver le goût d'une variété, c'est de greffer une bouture sur de nouvelles racines. Chaque pomme dotée d'un nom provient du même arbre originel. La Jonathan, la Macintosh, l'Empire. Autant de coups de chance à la grande roulette de l'espèce Malus. Tout ça pour dire que, effectivement, lorsqu'on fait des semis d'une variété de très bonne qualité, on peut se retrouver avec des pommes qui sont vraiment pas bonnes du tout, et c'est pareil pour tous les fruits, ou au contraire extrêmement bons, c'est l'inverse. C'est ainsi qu'on fait de la création variétale. Donc le semis, c'est le hasard. Et faire du semis, c'est aussi participer, bien sûr, à la création des variétés d'avenir, mais à condition de conserver les bases génétiques très larges. Dont la naissance du greffage s'est fait par observation. Donc là, on voit deux pommiers qui sont très proches l'un de l'autre, et dont une des branches de l'un est venue s'accoler est tellement s'accoler qu'elle est rentrée à l'intérieur du tronc du voisin et donc on a eu une soudure, une cicatrisation, dont un greffage totalement naturel. Ce que l'homme a voulu reproduire et en observant des greffes spontanées, donc on retrouve des gravures donc en Chine vers 150, 170, donc à une période où on savait déjà greffer, mais on pouvait représenter du greffage spontané dans la nature. Et certaines espèces ont été greffées relativement tard, c'est-à-dire au début de ce millénaire, et voilà des photos de châtaigniers qui ont à peu près 8 siècles, et dont l'un a un point de greffe qui montre que la variété qui va nous donner des fruits est plus gros en diamètre que le tronc issu du porte-greffe. Inversement, on peut aussi avoir un point de greffe euh, très gros qui montre que le système racinaire est installé sur un porte-greffe qui est de plus gros diamètre que la variété elle-même qui a été greffée au-dessus. Euh, Disons que la description ou l'histoire du greffage a surtout été relatée par Marie-Pierre Ruas dans un ouvrage qui s'appelle Des fruits d'ici et d'ailleurs, regard sur l'histoire de quelques fruits consommés en Europe. Donc c'est une référence que je peux conseiller. Donc un arbre greffé, ce sont deux individus qui ont été assemblés et qui ont cicatrisé. L'un a fourni ses racines et l'autre la végétation et les fruits. Celui qui fournit ses racines, on va l'appeler le porte-greffe, et celui qui va fournir la végétation et les fruits, bah, ça va être la variété. Et donc au cours de l'évolution des arbres fruitiers, l'homme a dû sélectionner aussi des porte-greffes et il a découvert des combinaisons compatibles entre espèces différentes, comme le poirier qui peut être greffé sur le cognacier ou éventuellement sur l'aubépine, le pêcher qui peut être greffé sur le prunier ou sur l'amandier, ce qui a permis d'adapter à des terroirs diversifiés des sélections de plus en plus nombreuses. C'est ainsi qu'on a, à la fin du 19e siècle, on a greffé des vignes sur des porte-greffes non sensibles au phylloxéra. Mais la plupart du temps, dans les campagnes, on a greffé les espèces sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on greffait les cerisiers sur cerisiers, les pruniers sur pruniers, les pommiers sur pommiers, mais vous voyez, ça n'était pas une obligation et ça a quand même été découvert relativement rapidement. Alors, où se situent euh, les capacités de l'arbre à faire cette cicatrisation? Ça se situe au niveau de cellules très particulières qui sont des méristèmes. Et le méristème des arbres fruitiers où on va faire le greffage s'appelle le cambium. Donc ces cambiums, méristèmes, ce sont des cellules qui sont indifférenciées, mais qui sont capables de se diviser elles-mêmes en
en restant elles-mêmes. Donc elles peuvent se diviser indéfiniment. Donc toute la vie de l'arbre, même un chêne qui va vivre 400 ans, va maintenir ses méristèmes indéfiniment. Et lui, ça lui servira à grossir simplement. Mais ces méristèmes ont aussi la capacité de fabriquer des tissus nouveaux ou de nouveaux organes qui ne seront pas ses propres organes. Donc le méristème des plantes ligneuses va pouvoir fabriquer d'autres cellules. On dit qu'il a des cellules totipotentes parce qu'il peut produire des fibres, des vaisseaux, du parenchyme qui sont différentes d'elles-mêmes. Donc le tissu méristématique, il va être situé entre le bois et le libère. Donc le bois, on va l'appeler aussi le xylème et le libère, on va l'appeler le phloème. Donc ce cambium qui va être utilisé pour faire les greffages il est aussi appelé zone génératrice libéroligneuses ou cambium vasculaire ou assise libéroligneuse. Et donc, voilà, représenter le cambium sur une coupe d'une branche avec l'écorce, le libère, le cambium et le bois, avec un bois jeune qui est un bois d'aubier et un bois plus âgé, quand il est plus âgé, qu'on va appeler le duramen. Donc dans ce bois jeune circule la sève élaborée qui vient des racines, donc avec des cellules, dans des cellules qui sont de diamètre assez importante. Quant au libère ou phloème, euh, il, il est composé de cellules vasculaires, donc des vaisseaux qui vont être de beaucoup plus faible diamètre, mais qui vont transporter la sève élaborée, c'est-à-dire celle qui va être enrichie par la photosynthèse après avoir transité à l'intérieur des feuilles. Et c'est l'intérieur de ces feuilles qui, par l'intermédiaire des stomates, va récupérer l'atmosphère, donc l'air atmosphérique, en extraire le gaz carbonique, casser la molécule de gaz carbonique pour alimenter euh, la sève élaborée qui va nourrir tout l'arbre. Et ce cambium, qui est totalement nécessaire pour reconstituer le libère d'un côté et ses cellules vasculaires et l'aubier, donc le bois jeune de l'autre côté, et ces vaisseaux qui viennent des racines, dont le liquide vient des racines, eh bien, ce cambium va d'abord se diviser. Il a donc la capacité de former ses propres cellules, mais il est aussi capable de fabriquer vers l'extérieur des cellules de libère et vers l'intérieur des cellules de bois. Et donc après, les cellules vont s'accumuler les unes après les autres. Alors, le dessin n'est pas tout à fait fidèle puisque les cellules de libère sont beaucoup plus fines que les cellules de bois. Mais c'est uniquement dans cette zone-là qu'on va pouvoir réaliser le greffage. Donc, quand on fait un greffage, on associe porte-greffe et greffon. Et évidemment, tout est coupé, hein, puisqu'on va faire, on va voir, hein, on va couper les greffons, on va couper le porte-greffe. Et ce cambium, les cambiums des deux côtés vont s'associer pour reformer un nouveau cambium, du néocambium, dont le rôle va être, en plus d'avoir reformé un nouveau cambium, de refabriquer d'un côté du libère et de l'autre côté du bois, avec une connexion entre les vaisseaux. Donc les vaisseaux qui transportent la sève depuis les racines et les vaisseaux qui transportent la sève depuis les feuilles jusqu'aux racines. Donc les cellules de cambium vont se diviser, produire vers l'intérieur des cellules de bois, vers l'extérieur des cellules beaucoup moins nombreuses qui sont les cellules de libère. Celles-ci vont être repoussées en permanence vers la périphérie et elles vont être comprimées contre l'écorce. Et c'est un tissu mou qui va s'écraser et qui va présenter une structure feuilletée comme un livre, d'où le nom de libère. Et le cambium donc met en place des vaisseaux conducteurs secondaires et entraîne l'accroissement en diamètre des racines, du tronc, des branches et des rameaux.
Et c'est primordial que ces vaisseaux fonctionnent au plus vite après le greffage. C'est pour ça que la réussite de la greffe va dépendre de la bonne mise en contact des cambiums, du porte-greffe et du greffon. Alors une autre représentation, donc là on voit l'écorce. Donc l'écorce est fabriquée aussi, est formée de deux types de cellules. Mais donc nous, elle ne nous intéresse pas plus que de protéger le libère. Donc nous voilà face au libère qui est très fin, avec des vaisseaux qui sont de petit calibre. Le cambium est matérialisé en rouge. De l'autre côté, on a le bois avec des cellules, des vaisseaux qui vont transporter la sève brute, et des vaisseaux qui sont de diamètre beaucoup plus important. Et donc l'arbre va grossir en permanence en accumulant des cellules de bois vers l'intérieur et en accumulant des cellules de libère vers l'extérieur. Mais cette partie-là va rester toujours très 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 fine, et c'est ce que l'on va devoir observer et reconnaître avant de pouvoir procéder au greffage. Donc là, on voit d'un côté un greffon, de l'autre côté un porte-greffe. Et sur ce greffon, on observe le bois jeune, le cambium qui est vert un tout petit peu plus foncé, et à l'extérieur, le libère, puis l'écorce. Et donc, on va greffer, on va associer ces cellules de cambium aux cellules de cambium du porte-greffe. Donc, ce porte-greffe étant légèrement plus gros, on voit que le diamètre le diamètre du libère est un peu plus gros que le bois, et donc le cambium est légèrement plus à l'intérieur du bois. Donc on va devoir associer ces fines cellules à celles-ci. Bon, ça peut paraître un peu inquiétant, mais bon, ça se reconnaît très vite. Donc on voit que les arbres sont tout à fait capables de reconstituer du bois, même en étant blessés, puisque bon, c'est un peu une photo humoristique, mais on voit donc un arbre platane, en train d'avaler une pancarte. Alors, si on regarde des points de greffe âgés sur un pommier nanifiant, c'est-à-dire les pommiers utilisés par les arboriculteurs à l'heure actuelle, Euh, ce sont des porte-greffes dits nanifiants parce que ils vont euh, euh, fournir une vigueur euh, relativement modeste. Je dis bien relativement parce que les arbres peuvent quand même grandir à 4 ou 5 mètres de haut à l'âge de 20 ans. Mais disons qu'une vigueur modérée, et ce porte-greffe-là particulier fait des points de greffe extrêmement gros. Et donc la variété elle-même, la couronne, va être portée par un tronc qui va être plus petit que le point de greffe, qui est lui-même plus gros que le porte-greffe. Donc là, derrière, en dessous, on a les racines. Là, nous voilà face à un point de greffe d'un abricotier greffé haut. Et il est greffé haut parce qu'il est greffé sur un porte-greffe qui est moins sensible à une maladie de l'abricotier. Et ce sont des maladies bactériennes qui sont dangereuses pour l'abricotier. Donc les paysans savaient greffer en hauteur et laisser des points de greffe visibles, où on voit que l'écorce du porte-greffe est légèrement différente de l'écorce de la variété. On peut aussi greffer ces abricotiers directement sur du prunier de façon à éviter ces parasitismes. Là, on voit un citron, donc un citrus, qui est greffé sur un porte-greffe sauvage, donc un bigaradier, et on voit ce point de greffe. Donc c'est une greffe qui a été faite de type incrustation, et on voit bien la différence de couleur des écorces de l'un et de l'autre. Là, nous voilà face à un point de greffe un peu hypertrophié aussi, d'un cerisier de type Prunus cerasus, donc une griotte. Donc là, on a une griotte greffée sur un cerisier. Donc le fait que le point de greffe soit plus gros, ça peut être un signe d'incompatibilité, mais ça peut aussi vivre pendant très longtemps. Cet arbre avait au moins 40 ans quand la photo a été prise. Et puis là, alors là, c'est vraiment pour montrer que les points de greffe peuvent être exorbitants, avec un porte-greffe
greffé haut de diamètre beaucoup plus petit que la variété. Alors là, il est vraiment en mauvaise santé, mais ce n'est pas lié au fait que le point de greffe était gros, mais parce que l'arbre avait peut-être 80 ans. Alors, on a déjà vu cette photo initialement, donc maintenant, on va euh, vraiment faire en sorte de comprendre que la réussite du greffage va se situer exclusivement sur ces cellules-là. Alors, pour, pour ben, multiplier les arbres fruitiers, les pépiniéristes utilisent euh, un grand nombre d'arbres qui vont être implantés à des distances très faibles, donc dans une pépinière. Donc, dans une pépinière, on plante les porte-greffes tous les 50 centimètres, parfois moins, et on va procéder au greffage des arbres, ou on a procédé au greffage des arbres à peu près à 20 centimètres au-dessus du sol. Et donc là, on observe la croissance de la moitié d'une saison. Disons que nous devons être à peu près à la période du mois de juin, alors que le greffage, c'est un greffage de printemps, a été réalisé courant mars. Donc, quelques exemples de greffes. Donc là, on voit un porte-greffe qui a été ouvert pour faire une incrustation et on peut insérer l'incrustation sur le porte-greffe. Et ensuite, on mastique. Toutes les greffes de printemps sont mastiquées. Là, on voit des abricotiers, des variétés d'abricotiers greffés sur prunier avec la zone mastiquée ainsi que la partie terminale. Autre pépinière, donc avec un greffage qui a été fait un petit peu plus haut et sur des porte-greffes qui étaient déjà plus âgés. Donc le point de greffe est latéral, mais la croissance a été extrêmement rapide, à tel point que la même année, à l'année même du greffage, on a des, des bourgeons latéraux, des anticipés qui se sont développés. Donc on a déjà des arbres qui sont préformés lorsqu'on greffe sur des porte-greffes un peu plus âgés. Et donc là, on voit euh, le résultat du greffage et même ce que l'on doit faire après, puisque la technique de greffage, c'est une chose, mais l'important, c'est de savoir entretenir les arbres après coup. Ça ne suffit pas de savoir greffer, mais il faut savoir que à partir du greffage, on va vouloir faire un tronc, un nouveau tronc. Donc, si l'on a un porte-greffe assez gros, d'assez gros diamètre, on va pouvoir poser deux greffons, mais, pardon, mais on a l'obligation de ne garder qu'une seule pousse, celle qui sera la plus vigoureuse et, euh, et si possible, le plus près possible de la zone de greffage. Donc on va garder cette pousse, ce bourgeon, on va enlever ce qui est au-dessus. Quant à l'autre greffon, on va enlever la partie qui ne sert à rien et cette partie de pouce va être réduite mais garder suffisamment de feuilles pour assurer la cicatrisation et le recouvrement du porte-greffe. Alors, on pourra aussi procéder à des surgreffages, c'est-à-dire que le greffage peut servir à changer une variété qui ne convient plus, soit parce qu'elle n'est plus suffisamment commercialisable ou elle se commercialise moins facilement ou moins cher, mais chez soi, on peut le faire aussi parce que une variété ne nous convient pas et on en connaît une meilleure. Et donc, on peut faire du greffage latéral, donc sur les branches latérales. On peut faire du greffage en tête. Donc, on a coupé l'arbre lui-même et on a fait du greffage en tête. Et ça se reconstitue très vite. Au bout de 2 ans, on a à nouveau une récolte sur des arbres dont le système racinaire, lui, reste intégral. Donc, apporte une nourriture énorme à tous ces points toutes ces zones qui ont été surgreffées. Donc, en bas, on voit un pommier qui a été surgreffé, mais c'est un pommier qui était déjà âgé. Et l'année même du greffage, on a déjà 2 pousses énormes qui ont reconstitué l'arbre. Là, on est sur du châtaignier. C'est une châtaigneraie qui a été recépée. Donc, sur la coupe, plusieurs rejets ont démarré qui ont tous été surgreffés pour refaire des arbres avec des châtaignes de bonne qualité. Alors, ça, on a déjà vu. Alors,
On revient sur la pépinière. La pépinière, c'est absolument nécessaire d'avoir une zone qui est une zone aussi bien cultivée qu'une terre de jardin. Et il faut obtenir en fin d'année, après le greffage, des arbres qui sont immédiatement déplantables et réinstallables dans le verger. Donc on a besoin d'une croissance rapide, une reprise rapide et une croissance active de façon à reformer l'arbre et surtout à fabriquer de la photosynthèse. Et cette photosynthèse sert à la fois à la croissance, mais au grossissement, donc à l'évolution du diamètre et au maintien de la cicatrice, et puis surtout au développement du système racinaire. Donc les points de greffe vont être faits à peu près à 20 cm au-dessus du sol, et ça a pour but de bénéficier de toutes les caractéristiques du porte-greffe sélectionné. Lorsqu'on travaille sur des porte-greffes de semis, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais lorsque l'on travaille sur des porte-greffes sélectionnés qui vont être multipliés eux-mêmes par marcotage, avec des systèmes racinaires qui sont plutôt traçants et des caractéristiques de vigueur plus ou moins faibles, mais que l'on veut maintenir exactement à la hauteur, la hauteur de la vigueur en quelque sorte, c'est-à-dire la vigueur elle-même, pour qu'elle soit maintenue, il faut que le point de greffe soit relativement proche du sol, mais qu'il ne soit pas enterré lors de la plantation. Donc on considère que 15-20 cm, c'est tout à fait correct. Et donc est maintenu dans un sol qui est parfaitement travaillé, sans redémarrage de graminées, qui sont des plantes qui vont avoir un système racinaire qui va se retrouver au même niveau que le porte-greffe, donc risque d'être extrêmement concurrent pour l'alimentation et pour l'eau. Et il n'est pas dit que ces graminées n'entrent pas en concurrence déloyale en produisant des molécules allélopathiques qui sont plus ou moins toxiques pour les systèmes racinaires. Donc voilà, le point de greffe. Donc là, on voit une greffe qui a été mastiquée avec du mastic à chaud. Donc le point de greffe, il est bien maintenu à 20 cm au-dessus du sol. Alors, quel est le rôle de ce porte-greffe? Donc on l'a déjà vu en partie. Donc le porte-greffe agit de par ses propriétés sur l'adaptation à différents types de sols, euh, en particulier les sols très calcaires. On va utiliser des porte-greffes bien particuliers pour les espèces sensibles au calcaire comme le pêcher. On va les greffer sur prunier plutôt ou sur porte-greffes résistants donc au calcaire actif. Et puis ça va agir sur la vigueur de l'arbre. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le semis de l'espèce, le semis du pommier, le semis du poirier, le semis de prunier, va en donner des porte-greffes toujours vigoureux et en plus avec un pivot à la clé. Et la conséquence, c'est que la première année de la mise à fruit va être retardée. Elle va être plus tardive. Donc, on cherche toujours à obtenir des mises à fruit plus précoces. Et pour ça, les porte-greffes peu ou moyennement vigoureux vont d'un côté réduire la vigueur des variétés. Ça va faciliter la conduite des arbres, mais c'est surtout que ça va accélérer la production de fruits sur des arbres de plus en plus jeunes. Donc, parfois, dès l'âge de 2 ans, ou pire, à l'âge de 3 ans, on va avoir les premières productions. Et puis, d'autre part, le porte-greffe peut conférer des tolérances à certaines maladies ou accidents de culture. Donc, je signalais la capacité d'adaptation au calcaire actif dans les sols, mais on peut aussi limiter les problèmes sur la vigne avec le phylloxéra et en utilisant des porte-greffes qui sont résistants à ce puceron des racines. Et de même, en pommier, le puceron laniger, qui est aussi un puceron qui est hébergé sur les racines de pommier. Donc, ce qu'il est très important, le point le plus important donc,
pour un pépiniériste, c'est d'assurer l'authentification variétale. C'est extrêmement important de prélever des greffons sur des arbres qui ont déjà produit des fruits. Donc il ne faut pas prélever de greffons sur des variétés qui ne sont pas authentifiées, donc sur lesquelles nous n'avons pas vu de fruits. Parce que c'est le seul moyen d'assurer la réalité de la variété, d'autant plus que ensuite on peut multiplier des arbres à partir d'un pied-mère porte-greffon en centaines, voire en milliers d'individus. Donc, ne pas prendre le risque de multiplier une variété qui n'est pas la bonne. Donc, on prélève sur des arbres qui ont déjà eu une première fructification. Alors, quand on implante une parcelle de pied-mère porte-greffon, c'est ce que doit faire tout bon pépiniériste qui se respecte. Je vais vous donner un exemple de celui de la parcelle qui était au Conservatoire végétal d'Aquitaine. On essaie d'avoir, comme d'habitude, hein, faire une plantation correcte de façon à obtenir 100% de reprise, une croissance rapide, de façon à faciliter la conduite, avoir une mise à frais rapide et pouvoir ensuite prélever ces greffons. Donc, vous voyez, on plante euh, les pieds-mères porte-greffons à 2 mètres de distance à peu près, avec, pour ce qui était du conservatoire, 2 arbres par variété, plantés sur but, couverts avec du BRF de façon à éviter d'avoir un réenherbement. Et puis, un système d'arrosage de façon à avoir une très bonne croissance. Donc là, la plantation décembre 2009 veut dire que la première année de plantation, la première année de pousse en verger, c'est 2010, la deuxième 2011 et en 2012, le 31 mai 2012, c'est-à-dire des arbres qui avaient 2 ans et demi, vous voyez, ont très bien poussé et les greffons vont se retrouver sur les croissances annuelles. Donc ça, ce sont les pousses qui ont démarré, là on les voit difficilement, mais c'est toutes les pousses qui ont démarré entre début avril et là on est au mois de mai. Et donc il faut des croissances actives parce qu'il y a 2 périodes de greffage dans l'année. Un greffage qui va se faire en été, au mois d'août. Et donc, on a besoin de greffons suffisamment gros, bien formés, de bon diamètre, dits outés aussi, donc lignifiés. Ce qui veut dire que les pieds-mères porte-greffons doivent rester vigoureux, tout en ayant produit une première fois, je me répète. Alors, quels sont les facteurs qui vont assurer la reprise des greffages? Bien d'abord, il va falloir une soudure très rapide des vaisseaux pour pouvoir alimenter en eau et sels minéraux les tissus du greffon. Le greffon il n'a pas de feuilles initialement, donc il va être nourri par la sève qui vient des racines, dont la sève brute qui, avant que la photosynthèse ne se mette en route, cette sève brute va récupérer du sucre qui est à l'intérieur des bois. Et pour récupérer du sucre à l'intérieur des bois, il faut que les bois soient de suffisamment gros diamètre. Donc, il vaut mieux éviter de greffer avec des greffons de trop faible diamètre. Donc, l'alimentation en eau et sels minéraux, ça va être vraiment fondamental. Pour cela, il va falloir un système racinaire en parfait état et qui va donc émettre de jeunes racines dont les poils absorbants vont permettre la montée de l'eau vers le greffon et vers les bourgeons du greffon. Donc, je signalais que les greffons doivent être de fait suffisamment épais, de diamètre suffisamment épais, mais il arrive un moment où on ne peut plus greffer, bien sûr, euh, ça va être quand même entre 5 mm et 6-7 mm. Donc, le démarrage du ou des bourgeons va se faire d'autant plus vite que la cicatrisation et la réunification des vaisseaux du porte-greffe et du greffon vont se faire. Et le démarrage de ces bourgeons va amener à faire sortir des feuilles et à permettre la photosynthèse et donc l'alimentation de l'arbre lui-même. Et la photosynthèse va permettre d'alimenter aussi en carbone et en éléments nutritifs le système racinaire. Donc c'est parce qu'on a des feuilles
en partie aérienne qu'on va avoir une croissance du système racinaire. Donc c'est très important que le système se mette en route bien et d'une manière très efficace. Et donc après, le relais se fait par la transpiration. Donc si au départ, c'est la sève qui monte et qui est poussée vers les bourgeons, une fois que la photosynthèse se fait, ce système s'arrête et c'est la transpiration qui va, par évaporation, donc tirer la sève brute et fabriquer de la sève élaborée. Donc tout ça, on l'a entre les mains quand on est en train de faire un greffage. Et donc après, on va respecter la saisonnalité par des techniques de greffage appropriées. Alors, dernier point pour ce qui concerne les généralités, puisque nous sommes toujours dans les généralités, ce sont les risques que l'on peut observer après greffage, c'est d'avoir des attaques de pucerons. Donc, ces attaques de pucerons que je montre ne sont pas sur des greffons, bien entendu, mais en particulier sur pommiers, les pucerons cendrés du pommier, mais même les autres pucerons, peuvent entraîner des dégâts considérables en limitant d'abord la photosynthèse, puisque les pucerons sont des individus piqueurs-suceurs, mais lorsque ça se produit sur des jeunes pousses qui sont issues d'un bourgeon, eh bien, on peut avoir des dégradations considérables de la pousse qui sera ultérieurement le tronc de l'arbre. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser faire les pucerons sur les greffes et on surveille et ensuite on fait soit on les écrase à la main quand il n'y en a pas beaucoup et qu'on n'a pas des milliers d'arbres en pépinière. Sinon, on est obligé de faire un insecticide. Alors, on peut très bien travailler avec de l'argile kaolinite calcinée et du savon, ce qui est tout aussi bien, voire des purins d'ortie. Ce n'est pas non plus nécessaire de tuer tout l'environnement, mais il ne faut pas avoir de pucerons. On peut aussi, sur des jeunes arbres, et de plus en plus fréquemment en pépinière, ce qui ne se faisait pas avant, avoir des attaques d'un papillon, d'une larve d'un papillon qui est la zeusaire. Les larves de zeusaire font des trous très importants et colonisent l'intérieur du bois. Donc là, on a mis à nu le bois dégradé par la zeusaire. Il est évident que sur des pousses jeunes, ça entraîne la casse du plant. Donc là, pour le coup, il faut vraiment observer lorsqu'on a une attaque de zeusaire, passer un petit fil de fer dedans pour la tuer de façon à éviter d'avoir enfin que la reproduction se fasse dans la pépinière même. Il faut aussi faire attention aux dégradations mécaniques. Alors, la première des dégradations, c'est par le désherbage et par les fils des machines qui désherbent, hein. Et là, il faut être extrêmement prudent à ne pas toucher les troncs parce qu'on a compris que les vaisseaux qui alimentent tout l'arbre et qui alimentent les racines sont superficiels. Le libère, il est vraiment juste en dessous de l'écorce. Donc c'est très très facile de venir dégrader le tronc d'un arbre et donc de limiter la capacité de l'arbre à se nourrir. Mais évidemment, on retrouve ces dégâts chez les rongeurs. Alors, les lapins vont faire des dégâts en extérieur, les campagnols en intérieur, et puis, tous les animaux brouteurs, moutons, chèvres, chevreuils, à des hauteurs un peu plus importantes. Donc, une pépinière, ça se protège. Euh, Personne ne doit rentrer dans la pépinière. Et il faut faire aussi attention au vent. Lorsqu'on est dans une zone très ventée, on met un petit tuteur au pied, au pied de l'arbre pour éviter qu'il ne se casse. Et évidemment, on ne peut pas empêcher la grêle, mais la grêle fait des impacts euh, sur les écorces et souvent on met à nu le libère, même parfois le bois directement. Donc après une grêle, parfois les arbres deviennent totalement invendables en pépinière. En tous les cas, on essaie de les cicatriser avec des produits cicatrisants, voire du purin de consoude ou du jus de consoude, mais il y a d'autres produits cicatrisants ou des cuivres pour éviter les infestations, les infections. Pardon.
Alors les outillages aussi, l'outillage est extrêmement important pour réaliser le greffage. On arrive progressivement aux techniques, mais pour ça, il faut avoir des outillages en main qui soient propres et bien affûtés. On va faire de la chirurgie, mais qui va demander euh, un peu de musculation, une belle musculature pour faire un geste extrêmement précis. Donc on va avoir un greffoir qui, pour le printemps, sera un greffoir qu'on appelle des greffoirs à vigne, et en été, un écusson-noir. La lame est un peu plus fine et elle est formée différemment. On va avoir besoin de sécateurs, mais aussi de ligatures, puisqu'on va attacher les greffes, que ce soit en été ou au printemps, de mastic à greffer, mais qui ne sera utilisé que au printemps, et d'étiquettes, parce que il n'y a rien de pire que d'essayer de se souvenir des greffages qui ont été réalisés. Donc, on étiquette, soit si on fait une centaine d'arbres de la même variété, ben, on étiquette le premier arbre et le dernier arbre, soit si on fait du surgreffage avec plusieurs variétés, ou si on a un petit nombre d'arbres à greffer, ben là c'est très important d'avoir une étiquette par arbre, parce que c'est impossible de se souvenir 2 ou 3 ans après, en tous les cas avant la première année de production, quelle variété a été posée sur les arbres. Donc bien entendu, pour greffer, ben, nous allons avoir besoin de porte-greffes qui vont être en sol ou pas. Au printemps, on peut greffer sur table, c'est-à-dire avant la plantation, mais en été, on greffera toujours sur des porte-greffes qui seront dans le sol, bien entendu. Et puis, on aura besoin de greffons. Alors, pour continuer sur le matériel, des mastiques, par exemple, il en existe de différents types. Soit des mastiques à chaud, soit des mastiques à froid. Les pépiniéristes utilisent des mastiques à chaud, mais pour ça, il faut être équipé et il faut éviter toute blessure. Donc, c'est plutôt à utiliser pardon, dans des pépinières qui ont un grand nombre d'arbres, disons quelques centaines, milliers ou dizaines de milliers. Je cite simplement euh, le mastic de chez Marbella qui est fait avec de la colophane, donc issue de la résine de pin, et d'autres cires à greffer qui sont souvent des cires, des paraffines, et dans lesquelles sont parfois ajoutés des fongicides, ce qui n'est pas une nécessité. Et les mastiques à froid, Marbella fait aussi l'équivalent de son mastic en mastic à froid. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, sinon il faudra quand même les réchauffer. D'autres marques, Phytopaste de chez Protecta, qui est une émulsion de résine de synthèse et d'huile végétale. Le mastic Pelton, qui a besoin d'être réchauffé, du lac Balsam. Voilà, donc des mastiques. Il en existe de différents types, mais il y en a malgré tout pas tant que ça. Et puis ensuite, on a besoin de ligatures. Donc dans certains cas, certaines ligatures remplacent le masticage. Alors inversement, le mastic à chaud de chez Marbella, ou tout mastic à chaud d'ailleurs, euh, en refroidissant, se rétracte donc et fait office de ligature. Euh, et certaines ligatures qui sont, disons, qui ont été englobées euh, avec un film paraphinique peuvent aussi servir de mastic. Donc, en ligature, on peut trouver du parafilm, des rubans PVC extensibles non adhésifs, d'autres qui sont auto-adhésifs, donc qui peuvent s'appeler buddy tape, prédécoupés ou non. Voilà, enfin, c'est tous les types de ligatures qu'on peut trouver. Euh, le, le plus, le plus utilisé par, j'ai envie de dire, les amateurs seront ces bandelettes qui s'appellent les flexibandes, qu'on trouve de différents diamètres et différentes longueurs en fonction du type de greffage, surtout de la taille du porte-greffe que l'on greffe. Ce sont des bandelettes élastiques mais biodégradables, donc qui n'auront pas besoin d'être enlevées, elles vont se détruire toutes seules, sauf si elles sont trop couvertes de mastic. Lorsqu'on fait du greffage en été,
soit sur rosier, soit sur pommier. On peut utiliser des oculettes qui sont des membranes en caoutchouc naturel, mais qui ont une agrafe. Et le bourgeon de la greffe va être couvert par ce caoutchouc. Donc c'est un caoutchouc qui, bien entendu, au printemps, va se dégrader pour laisser passer le bourgeon qui se développe. Donc le body tap s'utilise au printemps comme en été. Vous voyez, c'est un film sur un ruban que l'on découpe. Et puis, on peut aussi utiliser les cellogreffes. C'est majoritairement utilisé en été. Alors, il y a un ouvrage que j'ai publié depuis 1988 et qui est réédité. La dernière édition ou réédition donc a changé de couverture et toutes les photos que je vais vous montrer sont extraits de cet ouvrage. Alors, il y a donc plusieurs saisons de greffage. Au printemps, on va pouvoir utiliser différentes techniques dites greffes en fente, des greffes en anglaise, soit simples, soit compliquées. Donc on va plutôt utiliser la greffe dite compliquée parce qu'elle tient bien, le greffon tient bien sur le porte-greffe. On peut faire aussi de la greffe en couronne. Donc là, il faut des diamètres de porte-greffe un peu plus importants. Et puis ça se fait parfois à une saison un peu plus tardive parce que la sève doit déjà être en mouvement dans le porte-greffe. Euh, des greffes en incrustation, ça c'est la technique euh, classique des pépiniéristes. C'est une greffe un petit peu plus difficile à réussir. Enfin, euh, pas à réussir, mais l'entraînement est un petit peu plus difficile, disons. Puis d'autres greffes que l'on verra aussi, la greffe en Cadillac. Donc après, on peut faire avec ces mêmes greffages du surgreffage sur des arbres beaucoup plus âgés. Et le greffage d'été, c'est ce qu'on appelle l'écussonnage. Donc on va prélever une languette sur le greffon que l'on va installer sous les écorces du porte-greffe. Et évidemment, il faudra prendre des précautions puisqu'on sera en plein été, éviter la déshydratation. De toute façon, dans tous les cas de figure, c'est très important d'éviter la déshydratation, raison pour laquelle au printemps, on utilise des mastiques et que en été, on va enlever la feuille, donc la partie feuillée de la feuille, de façon à éviter la déshydratation. Et donc on arrête les mouvements de sève à cette période-là. Et puis, au printemps comme en automne, on peut utiliser une technique qui est le chip budding. C'est quand les écussonnages ne peuvent plus se faire parce qu'on n'arrive plus à décoller les écorces, on peut utiliser cette technique qui est en fait la pose d'une languette d'écorce avec le bourgeon bien sûr sur le bois du porte-greffe et on peut parfaitement l'utiliser aussi au printemps. Alors, je rappelle une dernière fois que la réussite de la greffe, ça dépend de la bonne mise en contact des cambiums du porte-greffe et du greffon, et aussi de la rapidité d'exécution. Donc il va falloir s'entraîner. Alors, première greffe que je vais présenter, c'est la greffe en fente. Donc celle-là consiste à sectionner un porte-greffe, à nettoyer éventuellement la coupe si elle n'est pas propre, et faire une fente verticale dans ce porte-greffe. Et dans cette fente, on va insérer des greffons. Donc on fabrique les greffons par deux biseaux latéraux, euh, latéraux au bourgeon. Sous mon doigt, il y a le bourgeon qui sera le premier bourgeon au-dessus de la greffe, et puis un deuxième bourgeon. En général, on en garde deux, voire trois, mais deux suffisent. Donc on a deux fentes qui se rejoignent avec le bourgeon qui, lui, est poursuivi en quelque sorte par de l'écorce non découpée. Et on insère les greffons dans la fente réalisée sur le porte-greffe, en sachant qu'évidemment, comme on met en contact les cambiums du greffon avec les cambiums du
décidément, les cambiums du porte-greffe avec les cambiums du greffon, parce que c'est là que ça va se cicatriser. Et exclusivement là, il faut bien mettre le bourgeon et le greffon à l'extérieur. C'est vraiment essentiel, hein. On ne peut pas greffer en mettant un morceau de bois à l'intérieur d'un autre morceau de bois. Là, il n'y a pas de cicatrisation possible. La cicatrisation, elle sera uniquement là. Donc, vous avez besoin de repérer absolument où se situent ces cambiums. Et ensuite, on ligature, on aperçoit encore la ligature, et on mastique. Et l'important, c'est de mastiquer le haut de la coupe du greffon de façon à éviter la déshydratation, hein. C'est très important de concevoir ça, hein. On veut que les tissus restent parfaitement hydratés pour que quand les vaisseaux seront rétablis, eh bien, la sève va pouvoir circuler. Mais il faut qu'il y ait de la sève partout, il faut qu'il y ait de la sève dans le porte-greffe, mais il faut aussi qu'il y ait de la sève évidemment dans le greffon. Et au départ, c'est ces deux sèves qui vont se réunir et qui vont permettre au bourgeon de démarrer. Donc on comprend bien que tout ça, c'est quand même très fin et j'ai envie de dire, ça pourrait être très facile de louper un greffage, mais il ne faut pas s'inquiéter. Une fois qu'on sait faire, on n'a aucune raison de louper son greffage. Et lorsque la cicatrisation est faite, que les bourgeons ont démarré. Donc là, on voit qu'il y a un premier bourgeon qui a démarré, il y en a un certainement derrière et un troisième petit qui a moins bien démarré. C'est celui-ci qui est le plus vigoureux, le plus vertical, qui va être conservé pour faire le futur tronc de l'arbre et donc on enlèvera tout- toute la partie du greffon inutile. Mais ce qui est intéressant de remarquer, donc, c'est qu'on voit que c'est ce bourgeon-là qui était au-dessus du point de contact, donc du point de greffe. C'est cette zone-là qui va avoir fabriqué des cellules nouvelles. Et on les voit très très bien, toutes ces cellules jeunes qui n'ont même pas d'écorce, qui sont blanches, sont des cellules qui ont été fabriquées par les cambiums juste après le greffage et très rapidement. Et puis, quand on a inséré dans la fente le greffon, ben, il y a eu une légère fente spontanée qui s'est faite, déchirure, qui elle-même s'est parfaitement cicatrisée, hein. C'est le porte-greffe lui-même qui se cicatrise sur lui-même, donc ça, c'est très facile à réaliser. Ici, il y a quand même une autre opération, hein, c'est le lien entre les deux cambiums et puis la réactivation des vaisseaux. Autre technique, la greffe anglaise. Alors celle-ci, elle a été inventée pour reconstituer les vignes euh, dans la période du phylloxéra, et donc ce sont des millions de plants, hein, qu'il a fallu greffer. Et donc on fait un biseau, on apprend à faire un biseau simple. Donc ce biseau simple avec le bourgeon qui est derrière, qui est de l'autre côté. On refait exactement la même opération d'un biseau simple sur le porte-greffe et on va refendre verticalement le porte-greffe avec un tiers de bois derrière, deux tiers devant. Et on va faire pareil au niveau du greffon. Donc on va refendre verticalement ce greffon avec un tiers de bois derrière à peu près, deux tiers devant. Et on va les insérer les uns dans les autres. Vous voyez, on a refendu le porte-greffe, on a refendu le porte-greffe et le greffon, et on va insérer ce greffon dans cette fente qui est ici, dans le porte-greffe. On force et ça rentre tout seul, et on a donc des points de contact sur une grande surface, puisque ça forme un Z, donc un Z de cambium, avec des grands contacts de cambium, et qui vont faire que la cicatrisation va être rapide, efficace. Et donc, on ligature et on mastique. Donc, on va mastiquer un tout petit peu la, la ligature, mais pas le nœud, si possible, pour que ça puisse se dégrader. Et surtout, ne pas oublier la partie qui est en haut. Donc là, on voit nos greffons, hein. Je n'ai peut-être pas dit que le greffon, en fait, c'est la pousse de l'année en cours. Là, on est de l'année précédente pour ce qui concerne le greffage de printemps. Donc, ces bois sont des bois bien droits, bien brillants, bien hydratés et de diamètre suffisant.
Donc là, on a une réussite d'une greffe en anglaise sur cerisier avec 3 bourgeons, dont le premier qui part en oblique, le deuxième qui fait une pousse bien vigoureuse, bien verticale, le troisième qui n'a pas démarré. Donc on va supprimer cette partie-là et on va aussi supprimer celui-là de façon à maintenir, à former un tronc d'arbre, hein. C'est le tronc qui est formé à partir de ce bourgeon. Alors, quand on a des porte-greffes un peu plus gros, on peut aussi réaliser une greffe anglaise. Donc là, ça permet de voir le libère et le cambium d'une façon plus visible, plus colorée. Donc on fait une fente à l'intérieur du point de greffe et on vient insérer cette fois 2 greffons. On a la possibilité d'insérer 2 greffons comme on l'a fait avec la greffe en fente tout à l'heure et on met bien en contact les cambiums, on ligature et on mastique. La greffe en couronne, elle se fait quand quand la sève brute a commencé à monter dans le porte-greffe, de façon à pouvoir passer sous les écorces du porte-greffe. Donc le greffon va être un peu le greffon, enfin ressembler au greffon de l'anglaise. C'est un biseau simple, mais dans lequel on va faire une reprise de façon à désépaissir euh, le, le greffon, enfin ce qui va en rester et qu'on va pouvoir insérer sous les écorces. Donc on voit toujours que le bourgeon qui va nous servir à faire probablement notre futur tronc, celui du dessus, mais le bourgeon, il est au-dessus, juste au-dessus de la coupe. Très important de le saisir, de le faire à cet endroit-là. Donc pour ce qui concerne le porte-greffe, donc on va faire une fente verticale jusqu'au cambium et on va décoller. Et on décolle que d'un côté. Donc on va avoir des cambiums décollés d'un côté et des cambiums qui vont rester collés de l'autre. Et on va insérer le greffon en ayant pris soin de décoller très légèrement, de ouvrir avec le porte-greffe, d'enlever une petite fine partie d'écorce de façon à mettre en contact des cambiums latéraux avec cela. Quant à ceci, euh, la cicatrisation va se faire par le côté. Et elle va se faire très vite parce que la sève est déjà en circulation dans le porte-greffe. Donc on insère jusqu'en haut de la coupe sur le greffon. Donc ce sont des greffons à 2 bourgeons. On va ligaturer, tchouk tchouk, et on va mastiquer. Donc voilà le masticage. Pour les besoins de la photo, mais ce n'est pas utile de le faire, on a sorti l'élastique et le mastic pour voir que ces greffons sont, même en n'ayant pas, enfin, en n'ayant pas démarré, c'est-à-dire les bourgeons n'ont pas encore eu de croissance, la cicatrisation est déjà réalisée. Et évidemment, c'est une nécessité que la cicatrisation se fasse avant que les bourgeons puissent démarrer. Là, on a une greffe en couronne qui n'a pris que d'un côté. Donc, on voit de ce côté, le greffage n'a pas réussi. Donc, on va recouper en biais cette partie qui va sécher. Par contre, le greffon, lui, c'est un greffon de prunier avec une croissance extrêmement vigoureuse. Il s'hypertrophie latéralement, mais très rapidement, au bout de 6 mois, 1 an, on ne verra plus cette hypertrophie. Alors, on peut faire aussi du surgreffage en couronne. C'est souvent utilisé pour faire du surgreffage, d'ailleurs, la couronne. Là, il s'agit de surgreffage d'abricotier. Donc, on pose des greffons et on voit que le diamètre du greffon est beaucoup plus petit que le diamètre du tronc. Et on peut arriver à poser jusqu'à 3 greffons, voire éventuellement 4, lorsque on a un tronc qui est très gros. Et après avoir ligaturé et mastiqué, bien entendu, on peut aussi faire une protection contre les oiseaux pour qu'ils ne viennent pas se poser sur les greffons et venir manger les bourgeons. Ça peut arriver qu'on ait des oiseaux ébourgeonneurs qui viennent nous ruiner le travail de greffage. Donc on peut
on peut faire une protection éventuelle. Oups. On peut aussi faire cette greffe en couronne sans ouvrir, sans fendre le porte-greffe, sans l'ouvrir artificiellement avec notre greffoir, mais en ayant préparé un greffon donc, qui a été repris sur l'épaisseur, mais sur lequel on a aussi enlevé une fine couche de bois, donc une fine couche d'écorce plus exactement, en dessous du bourgeon, on insère en force. Donc on ouvre très légèrement avec le greffoir et ensuite on tapote jusqu'à ce que ça descende. Parce que la sève dans le bois, dans le porte-greffe, la sève circule déjà et donc ça va se déchirer, mais ces fibres vont en fait protéger contre les infections. Donc le fait que ça soit déchiré, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que ce soit euh, bien, que les cambiums soient bien en lien les uns avec les autres. Cette partie déchirée va se cicatriser très facilement. Et donc là, on voit ce que l'on observait tout à l'heure, euh, la façon dont on va conserver le plus joli bourgeon, donc la croissance la plus jolie. Donc on enlève cette partie-là et celui-ci va servir juste à fournir ses feuilles. On enlève la partie euh, qui est au-dessus, on enlève le greffon, la partie greffon qui ne sert à rien, et cette partie-là va servir à cicatriser le, le point de greffe, la zone greffée par la zone que l'on vient de greffer.